Salut! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est la vidéo sur les démarches pour partir au Canada en tant qu'au pair avec le PVT. Donc je vous donne vraiment toutes les démarches à faire pour venir au Canada et comment créer son PVT. Ça va être une grosse vidéo donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si ça vous a plu et si vous voulez voir plus de contenu n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas j'espère que ça vous aidera et je vous dis à bientôt! Du coup, comme je disais, ça risque d'être une vidéo assez longue dans le sens où j'ai pas mal de détails à donner. Donc je vais essayer du coup de faire vraiment très concis. Comme d'hab, vu que j'ai mon cahier et ma tablette en bas, il se peut que j'ai des petits... que mes yeux baissent, mais tout est normal. Et comme je disais qu'il y avait beaucoup de détails, j'ai préféré le faire sous forme de questions-réponses parce que je trouvais ça un peu plus simple pour vous aussi de voir chaque question apparaître et que moi je vous donne les réponses au fur et à mesure. Comme ça, vraiment, je pense que ce sera vraiment, pour s'y retrouver, ce sera vraiment plus simple. Donc du coup, j'ai fait un condensé de 6 questions, mais en plus de ces 6 questions, je vais avoir 2-3 petites choses en plus à vous dire par rapport au Canada et aux obligations, etc., des choses à faire. Donc voilà, si jamais vous avez d'autres questions par rapport à ça ou que ça peut compléter éventuellement la vidéo, je referai sûrement une deuxième vidéo ou alors une FAQ pour répondre du coup à toutes vos questions, ce qui est normal. Donc du coup voilà, je pense qu'on va pouvoir commencer réellement cette fois-ci. Je vous ai donné un petit peu les détails, donc voilà. La première question que j'ai faite, c'est qu'est-ce qu'une fille au pair ou un jeune garçon du coup? C'est en fait la possibilité pour moi par exemple de partir du coup dans un pays étranger, dans une famille étrangère et d'aider tout ce qui est en rapport avec l'enfant et les tâches ménagères du coup en lien avec l'enfant. C'est-à-dire que je peux emmener l'enfant à l'école, lui préparer son lunch, préparer quand même le repas pour la famille le soir, faire ses machines à laver, nettoyer sa chambre, faire son lit, enfin vraiment tout dépend, comme je disais, de la famille et des tâches qu'ils veulent que vous fassiez. C'est à définir ensemble de toute façon, mais en gros, c'est ça le fait d'être fille au pair. C'est-à-dire que voilà, on est dans une famille à l'étranger et on fait tout ce qui est lié à l'enfant. Par contre, tout ce qui est au niveau des parents, généralement, on ne fait pas. Encore une fois, ça se définit. Mais voilà, enfin, en soi, ça reste les mêmes tâches à peu près pour tout le monde. Faut les emmener aux activités après l'école, etc. Mais rien de fou. Tout est accessible au niveau de... Enfin, en termes de faisabilité. Enfin, je veux dire, c'est rien de très compliqué. Donc voilà. La deuxième question, c'est qu'est-ce qu'un PVT? Donc le PVT en français, c'est le permis vacances-travail. Et du coup, en anglais, c'est le Working Holiday Visa. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un PVT, c'est donc un permis qui va nous permettre, en gros, de pouvoir voyager tout en travaillant. C'est-à-dire qu'avec le PVT, déjà, il faut savoir que vous avez le droit à 2 ans pour un Français sur le territoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous partez sur le territoire et que vous arrivez là-bas, vous avez le droit à seulement, c'est déjà bien, mais vous avez le droit à 2 ans. Donc c'est quelque chose que vous ne pourrez pas dépasser, mais vous pouvez faire par contre moins. C'est-à-dire que si vous voulez rester qu'un an, vous pouvez rester qu'un an. Sachant que le PVT n'est pas renouvelable. C'est-à-dire que vous pouvez rester 2 ans, avoir fait vos 2 ans, mais après vos 2 ans, vous ne pourrez plus revenir avec un PVT. Vous pourrez revenir avec un autre document ou un autre permis ou vraiment d'autres choses, mais le PVT c'est impossible. En tout cas, pas 2 fois suite. Vous pourrez repartir avec un PVT peut-être en Espagne ou autre, j'en sais rien, mais pas du tout au Canada. C'est impossible. Du coup, ce qui est bien chez le PVT, c'est que, comme je vous disais, c'est un permis vacances et travail. Donc c'est la meilleure opportunité pour nous, les au pairs, car il nous permet du coup donc de voyager et de travailler. C'est-à-dire que si vous voulez partir que pour voyager, vous pouvez. Et si vous voyez que vous êtes un peu à court de sous, vous pouvez travailler à côté et continuer votre voyage. Vous êtes en toute légalité puisque c'est un permis vacances-travail. Si vous voulez partir et juste travailler et pas voyager, c'est aussi votre droit parce que vous avez le droit de faire les deux. Sachant que vous avez le droit aussi de cumuler plusieurs emplois. Après, au niveau des heures ou des salaires, je ne sais pas trop comment ça se passe, il faudrait se renseigner ultérieurement. Enfin, par rapport à ça, il faudrait regarder sur le site. Mais en tout cas, moi je sais que du coup, on peut cumuler. C'est-à-dire que si vous faites que 15 heures dans une famille, vous avez le droit d'avoir un deuxième job à côté. Peut-être pas une autre famille, mais par exemple un bar, un restaurant ou autre. Mais en tout cas, je sais que c'est faisable.
Donc du coup voilà pour la deuxième question. La troisième question c'est y a-t-il des critères pour obtenir un PVT? Les deux seuls critères que moi je connais actuellement, c'est l'âge et la nationalité, parce que tout le monde ne peut pas avoir accès au PVT. Et après, il y a d'autres permis qui sont peut-être plus accessibles, j'en sais rien. Mais en tout cas, en termes d'âge, il faut avoir 18 ans minimum. Et ça, c'est indéniable. Vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. Donc vous avez le droit à... Enfin, vous avez le droit de postuler à partir de 18 ans. Donc vous pouvez créer votre compte à partir de vos 18 ans. Par contre, 17 ans et demi, par exemple, ça ne passera pas. Parce que c'est vrai que c'est quand même pas mal de démarches et il faut vraiment avoir pas mal de choses à faire de son côté. Et il faut surtout avoir pas mal de moyens pour le faire. Mais ça, j'y reviendrai après par rapport aux moyens. Mais en tout cas voilà au niveau des critères. Donc bah, je sais que du coup, c'est accessible normalement aux Français, aux Belges et au Luxembourg. Donc du coup, après, je crois qu'il y en a peut-être d'autres. Mais là, j'avoue que je m'emmène dans un terrain que je maîtrise moins. Mais comme d'habitude, de toute façon, je vous mettrai le lien du site du PVTiste. Et là, vous aurez toutes les démarches, tout expliqué en détail. Et ce sera peut-être mieux pour vous si vous voulez faire un petit peu de lecture. Mais en tout cas, voilà, tout est dessus. La quatrième question, donc là, c'est ce qui va être vraiment le plus complet. C'est là que vous devez écouter un maximum et limite prendre des notes. C'est vraiment la question où je vais tout vous expliquer par rapport au PVT, pardon, donc les démarches. Donc moi la question c'est comment obtenir son PVT, les explications pour le tirage au sort et les démarches suite au tirage au sort. Donc là je vais être vachement en train de lire sur ma tablette et je m'en excuse par avance, mais je veux vraiment rien oublier et je veux vraiment être dans le détail et vous dire un maximum de choses sans bafouiller non plus et sans oublier quoi que ce soit parce que ça serait vraiment bête à ce moment-là. De toute façon au pire je compléterai par la suite mais voilà. Donc là on va vraiment faire un condensé du PVT en lui-même. Donc, hop là. Donc déjà, la première chose dans tous les cas à faire, c'est avoir son passeport à jour ou en créer un. Moi, ce qui m'a embêté, c'est que j'avais pas fait mon passeport. Actuellement, je l'attends encore normalement cette semaine. Je le récupère, donc on croise les doigts. Mais en tout cas, voilà, il faut absolument son passeport à jour. Et c'est pareil, il faut vérifier sa date de validité parce que si ça fait un petit moment que vous l'avez, il faut faire attention à ce que le passeport pardon, soit valable encore un long moment, entre guillemets, parce que c'est pas quand vous allez arriver là-bas qu'il faut vous remarquer qu'il vous reste que 2 mois avec votre passeport. Parce qu'au niveau du retour, je pense que ça va être un petit peu compliqué. Après, pareil, encore une fois, je m'embarque sur un terrain que je ne maîtrise pas trop, donc à vérifier, mais je sais que beaucoup ont refait leur passeport pas par rapport à la validité parce que sinon ça passait pas au niveau du voyage. Sachant que pour un majeur, le coût du passeport est de 87 euros. Moi, c'est ce que j'ai payé sur le site internet. De toute façon, c'est simple pour faire la démarche du passeport. Vous appelez la mairie la plus proche de chez vous. Moi, j'en ai fait au moins 4 pour avoir un rendez-vous le plus rapidement possible, du coup, parce que ça me coinçait quand même vachement. J'ai eu mon rendez-vous, moi, le 10 janvier. Et là, je vais le recevoir cette semaine et on est le 24, je crois. Donc, ouais, on est le 24. Donc, du coup, vous voyez, ça commence à être. Enfin, c'est assez rapide, sachant que moi, il me manquait des documents et que la mairie a vraiment fait au maximum pour que je le reçoive le plus rapidement possible. Mais en tout cas, du coup, voilà, vous prenez rendez-vous avec votre mairie et suite à ce rendez-vous téléphonique, vous devez aller sur le site de l'ANTS faire une demande pour un passeport. Si c'est un renouvellement, vous mettez renouvellement. Si c'est une création de passeport comme moi, vous mettez création. Enfin, il y a les termes, de toute façon, voilà. Vous faites la pré-demande, vous payez le timbre fiscal du coup à 87 euros et ensuite vous allez avec tous les documents qui sont demandés à la mairie le jour de votre rendez-vous et ça prend entre 3 à 5 semaines, ça dépend de ce qui se passe, enfin de la période de l'année où on est, mais généralement c'est assez rapide si vous manque rien, mais bon comme d'habitude on sait jamais donc il faut vraiment s'y prendre à l'avance au cas où, voilà. Donc une fois que vous avez dans tous les cas votre passeport, vous devez aller du coup sur le site du gouvernement du Canada et vous créez un compte avec une clé GC. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de créer un compte avec un... Je sais pas, par exemple, quand vous vous connectez à la NTS, moi je me connecte avec mon compte Amélie, enfin mes codes Amélie, parce que c'est regroupé et du coup c'est plus facile. Mais là, pour le gouvernement du Canada, c'est mieux de le faire avec une clé GC au cas où vous n'avez pas de problème. Et dans tous les cas, on ne retrouve pas les choses comme Amélie, La Poste, etc. en France. Il y aura vraiment que ceux de chez eux. Donc du coup, généralement, c'est pas possible pour vous de vous connecter avec un autre utilisateur.
Donc voilà, le mieux c'est de créer sa clé GC. Donc là, vous créez un compte. Vous ne créez pas votre demande pour le moment, c'est vraiment un compte. Suite à ça, donc depuis votre compte, vous devez faire votre demande de PVT pour intégrer ensuite le bassin pour le tirage au sort. Dans tous les cas, pareil, sur le PVTiste, vous pouvez regarder toute la démarche est expliquée en détail. Moi, je tire d'ailleurs mon texte du PVTiste pour vraiment pas vous lire de bêtises et que ce soit complet. Mais dans tous les cas, moi, je vous conseille quand même de lire par vous-même sur le PVTiste. Ça sera vraiment beaucoup plus enrichissant pour vous et vous apprendrez beaucoup plus de choses. Mais en tout cas, voilà. Et une fois que vous avez du coup, dès que vous avez fait votre demande, donc il y a quatre interfaces. Vous devez remplir chaque petit bloc, on va dire. Le premier, c'est ce qui concerne votre passeport, et après les trois autres, je ne sais plus vraiment, donc il faudrait regarder. Mais dès que c'est fait, je crois que sous 48 heures, normalement, à peu près, ça se remet à jour. Et votre demande, normalement, c'est marqué soumis. C'est-à-dire que du coup, votre demande est prise en compte, et maintenant, on attend le tirage au sort. Sachant que le tirage au sort cette année, le bassin a ouvert le 13 janvier et la première ronde a ouvert le 17 janvier, donc c'est-à-dire que c'était le lundi dernier. Du coup, aujourd'hui, on est le lundi 24 et il y aura un nouveau tirage au sort. Sachant qu'au niveau des places, je crois qu'il y a 7000 et quelques places qui sont proposées aux Français. Et il y a déjà, depuis lundi dernier, 300 personnes qui ont été tirées au sort en France. Après, vous pouvez regarder par rapport à la Belgique et au Luxembourg, etc. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure sur le site. Ils mettent à jour, enfin, ils le mettent tous les jours. Non, ils le mettent toutes les semaines à jour, je crois, par rapport au tirage. Donc voilà. Si par magie, vous êtes tiré au sort très rapidement, parce qu'il faut savoir que vu que c'est un tirage au sort, vous pouvez être tiré au sort, par exemple, si vous faites la demande aujourd'hui, vous pouvez être tiré au sort aujourd'hui, ce qui est rare, mais ce qui arrive, parce qu'il y en a beaucoup à qui c'est arrivé la semaine dernière. Comme ça peut prendre des semaines, des mois, voire des années. Il faut que vous soyez au courant que ça peut prendre énormément de temps en tirage au sort. C'est vraiment pas des lol, on va dire. C'est vraiment très enquiquinant parce que c'est ce qui prend le plus de temps. Parce qu'on espère au final, mais en tout cas, il ne faut pas lâcher prise et il faut que vous gardiez votre objectif en tête. Et ne soyez pas défaitiste dès le début. Ça arrivera à tout le monde un jour ou l'autre. Voilà. Mais du coup, si par magie, du coup, je disais, vous êtes tiré au sort, donc déjà félicitations. Ensuite, du coup, une fois que vous êtes tiré au sort, vous allez recevoir du coup donc une invitation à présenter une demande. Donc c'est l'IPD, enfin IPD, il n'y a pas de L. Donc c'est une invitation à présenter une demande pour le permis de travail. Donc si vous recevez ce petit truc, c'est toujours encore une fois sur votre compte du gouvernement du Canada. Vous pouvez recevoir, je crois, un mail, mais dans le doute, vérifiez vraiment sur le site. Il se peut qu'il y ait des bugs. En ce moment, il y en a énormément puisqu'on est en plein dans les rondes. Mais il ne faut pas désespérer. Vous allez sur Chrome, vous videz votre navigateur, enfin vous videz tout l'historique et vous réessayez, vous rafraîchissez à chaque fois. Vous ne refaites pas une page, etc. parce que ça ne servira à rien. Il faut rafraîchir et au bout d'un moment ça fonctionne. Donc je sais que c'est très agaçant encore une fois, mais au bout d'un moment on y arrive. Du coup, je disais, si vous recevez donc par mail ou que vous regardez tous les jours sur votre compte du gouvernement, donc il y aura marqué, vous aurez une petite phrase en rapport avec ça. Du coup, par rapport à la demande, enfin dès que vous recevez l'invitation, pardon, vous avez, donc je reprends encore une fois les dates qu'il y a sur le site du PVTiste, il y a marqué que tu as 10 jours pour démarrer la demande du permis de travail sur ton compte. C'est-à-dire qu'au bout de 10 jours, c'est fini. Tu peux plus accéder à cette demande et ça sera squeeze en fait, clairement. Donc tu peux attendre jusqu'au 9e jour, mais le mieux c'est de le faire le plus rapidement possible. Même si tu comptes pas partir tout de suite, au moins ce sera fait. Parce que sinon, t'as une chance sur deux que ta demande te passe sous le nez. Et ça, ce serait vachement dommage quand même, parce que ça arrive pas tous les jours d'être tiré au sort. Donc voilà. Ensuite, à partir du moment où tu as démarré ta demande, tu as 20 jours pour la compléter. Donc quand je dis compléter, il y a remplir les formulaires en ligne, transmettre les documents en ligne et payer les frais. Là pour le moment j'ai pas le coût en tête parce que je me rappelle plus du tout. Mais encore une fois tout est indiqué sur le site donc c'est vraiment très facile à trouver comme information. Mais voilà, vous devez payer les premiers frais il me semble. Donc voilà, une fois que vous avez payé les frais,
vous recevez sous 24 à 48 heures normalement, mais j'ai vu qu'en ce moment ça peut prendre plus de temps parce qu'on a pas mal de demandes, donc ça peut être traité un peu moins rapidement. Mais normalement, c'est là qu'on reçoit la lettre d'instruction. Donc c'est toujours sur le compte du gouvernement du Canada. Et ça, du coup, c'est pour aller fournir les données biométriques dans un CRVD. Donc c'est le centre de réception des demandes de visa. Donc ça, on a 30 jours pour le faire. Donc c'est-à-dire qu'il faut se rendre dans un centre de réception des demandes de visa pour aller donner, je crois, les empreintes à une photo, il me semble, mais je suis plus trop sûre, faudrait regarder encore une fois. De toute façon, tout est écrit sur les lettres, hein. Enfin, je veux dire, ils vous laissent pas comme ça en vous disant, tiens, je te donne le papier, maintenant tu fais ce que tu veux. Non, pas du tout. On a quand même des démarches, etc. Mais en tout cas, c'est bien expliqué. Enfin, franchement, il n'y a pas de problème là-dessus. Et je crois que du coup, pour les données biométriques, j'ai vu sur le site, il y a une prise de rendez-vous qui est obligatoire. Et c'est 85$ la demande, il me semble. Donc pareil, c'est à vérifier. De toute manière, vous prévoyez de l'argent et ce sera plus simple. Mais je crois que c'est ouais, c'est ça, c'est 85$. Moi, c'est ce que j'ai vu sur le site, encore une fois. Normalement, c'est mis à jour régulièrement, donc ça devrait être plus simple. Mais voilà, en tout cas, pour la demande du PVT en globalité, c'est ça. Et après, suite à ça, de toute façon, je vous continue après. Parce que du coup, j'ai le reste des questions qui est ici. Mais du coup, pour la demande du PVT en lui-même, il y a ça. Ensuite, la 5e question, c'est est-ce que la visite médicale est obligatoire et les données biométriques sont-elles obligatoires? Les données biométriques, bien sûr, ça, tout le monde y passera. Peu importe ce que vous faites, que vous partiez en voyage avec le PVT ou que vous vouliez travailler là-bas, ça c'est indéniable, vous faites les données biométriques. Sauf si vous les aviez fait à l'avance et que vous étiez parti déjà au Canada il y a un moment. Mais encore une fois, il faut regarder sur le site. Là, ils vous donneront par rapport à votre demande, ils vous diront quoi faire de toute manière. S'ils voient qu'il y a déjà les données biométriques, de toute façon, ils le préciseront, sauf en cas de tac tac tac. Mais généralement, je pense que quand on part, c'est généralement la première fois. De toute façon, avec le PVT, c'est sûr. Mais voilà. Du coup, pour la visite médicale, est-ce que c'est obligatoire? La visite médicale est obligatoire seulement, je crois, pour 2 types de métiers, enfin 2 corps. Donc le travail avec les enfants, donc au pair, ça rentre dedans, donc visite médicale. Et le deuxième, c'est les métiers de la santé, donc infirmière, médecin, peu importe ce que vous êtes dans le domaine de la santé. Normalement, vous passez la visite médicale parce que c'est une aptitude en fait à avoir pour pouvoir travailler là-bas. Sans ça, c'est pareil, hein, si vous arrivez le jour de l'immigration, enfin le jour où vous partez au Canada, vous arrivez au Canada à l'immigration et qu'on vous demande si vous faites un permis, enfin un travail avec les enfants ou dans la santé et que vous n'avez pas votre visite médicale, ça ne passera certainement pas. Parce que du coup, ils vous interdiront... Enfin, il faut vérifier surtout à l'immigration que sur votre papier, vous êtes bien marqué apte à travailler avec les enfants et dans la santé. Parce que si c'est pas marqué alors que vous avez fait votre visite médicale, c'est qu'il y a un problème. Donc dans tous les cas, le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est d'emporter tous vos papiers en plus dans une pochette pour le jour de l'immigration, comme ça au moins vous avez tout avec vous, même si la demande elle a été faite sur internet et que tout a été fait en ligne, vous prenez tout avec vous, comme ça vous n'avez pas de problème à proprement parler, vous avez vraiment tous les documents avec vous, vous n'avez pas rappelé vos parents ou votre famille, tu peux aller à l'appart s'il te plaît, il faut que tu ailles chercher le document dans la pochette tac tac s'il te plaît parce que je l'ai pas, il faut que je le montre à l'immigration. Je suis pas sûre qu'ils kiffent et vous ça va pas vous faire kiffer non plus parce que vous allez perdre beaucoup de temps. Donc voilà pour la visite médicale, sachant que la surprise, c'est qu'en fait, pour la visite médicale, il y a un coût. Il y a un coût qui n'est pas remboursable, donc dans tous les cas, vous devez payer pour ceux qui sont obligés de faire la visite médicale. Les médecins ne sont pas en plus partout en France, sinon c'est pas drôle. C'est-à-dire que il suffit que vous ne soyez pas du tout proche d'un centre, bah vous devez prendre train ou avion pour repartir, pour faire votre visite et repartir chez vous. Enfin, vous voyez, c'est tout un truc. Mais bon, faut savoir que c'est des coûts à prévoir au cas où. En tout cas, pour le médecin, il faut compter à peu près 200 €. C'est un médecin qui est agréé de toute manière par l'immigration. Donc, il y en a que quelques-uns en France. Il y a Paris, je crois, il y a Nantes et Lyon. Enfin, je sais plus trop. Pareil, il faut regarder sur le site parce que, enfin, en fonction de où vous êtes, ça pourrait être plus simple d'aller à tel ou tel endroit. Donc, il faut vraiment vérifier par rapport à votre localisation à vous. Moi, je sais que vu que je suis à 1 heure de Paris, j'irai forcément à Paris. Et ce sera le docteur Salzman, normalement. Donc, du coup, bah voilà.
Donc pour ce médecin-là, il faudra prévoir à peu près 200 euros. Et ensuite, ce médecin va vous prescrire une radio des poumons et une prise de sang, il me semble, pour vérifier le sida, etc. Enfin, plusieurs petites choses. Enfin, petites choses, pas vraiment, mais voilà. Et du coup, il faut compter en fait un total pour cette visite médicale et les 2 examens, à peu près 300 euros. C'est ce que j'ai entendu et c'est ce qu'on m'a dit parce que j'ai des copines qui sont déjà parties et qui sont déjà là-bas. Et c'est les prix qu'elles ont payés à ce moment-là. Donc du coup, voilà, vous mettez maximum, je sais pas, entre 300 et 350 comme ça quand vous faites votre budget pour partir. Vous êtes sûr que vous avez la somme, à avoir pour payer les examens tout simplement. Donc voilà pour la visite médicale et les données biométriques. La 6e et dernière question, c'est comment ça se passe avec le Covid. Est-ce qu'il y a des choses à faire? Est-ce qu'il y a des choses obligatoires? Est-ce que, je sais pas moi, est-ce qu'il faut le vaccin? Est-ce qu'il faut des tests PCR? Donc en tous les cas, c'est oui. Il vous faut les 3 doses de vaccin pour le Canada. Alors c'est pas par rapport au Canada, parce qu'au Canada, ils ont la possibilité de faire que 2 doses. Mais nous, pour partir, c'est à partir de la France. Si t'as pas tes 3 doses, et ben t'es fichu. Donc faut voir, enfin après sauf si vous avez chopé le Covid avant, etc. Du coup c'est plus simplifié on va dire. Mais en tout cas en France, pour partir, il vous faut les 3 doses. Et il vous faut un test PCR de moins de 72 heures, c'est ça. Donc c'est-à-dire que vous arrivez à, on va dire Charles de Gaulle. Avant d'embarquer, vous devez sortir vos papiers par rapport aux 3 doses de fête et en plus votre test négatif qui a moins de 72 heures. Dans tous les cas, ça c'est un peu partout, enfin on n'a pas trop le choix. Et voilà, enfin dans tous les cas, je sais que quand on arrive au Canada, on a une chance sur 2 de refaire un test PCR à l'arrivée du coup. Parce qu'en fait, en ce moment, il est pas, c'est pas qu'il est pas obligatoire, mais c'est que vous n'êtes pas sûr de le faire en fait. Dans tous les cas, il est gratuit. Et en fait, c'est juste qu'il y a 2 labos sur place. Et c'est eux qui vous disent, enfin pas le labo, mais c'est les gens de l'aéroport qui vont dire, toi tu fais un test, toi tu fais pas de test, toi tu fais un test, toi tu fais pas de test. Généralement, c'est une personne sur 2 qui est testée, de ce que j'ai entendu pour le moment. Enfin, sur les groupes sur Facebook, c'est ce qu'ils disent. Donc, du coup, voilà. Donc, pour le Covid, voilà. De toute façon, après, si vous êtes positif, il faut vous isoler. Et puis voilà. Sinon, si vous êtes négative ou négatif, vous pouvez partir dans votre famille ou aller où vous voulez, tout ce qui était prévu, quoi. Donc, on va dire que généralement, j'espère qu'on est chanceux et qu'on n'est pas positif à l'arrivée parce que ça ferait super chier. C'est-à-dire qu'on l'a chopé dans l'avion ou un petit peu avant. Et ça serait vraiment trop dommage. Parce qu'on doit après s'isoler. Bon, après, si c'est que quelques jours d'isolation, ça va, mais c'est. Enfin, d'isolement, pardon, pas d'isolation. Bien les gars. Mais en tout cas, voilà. Faut s'isoler après. Et puis, bah, on attend. Et puis après, ça passe. Et puis, bah, voilà quoi. Donc, ça, c'est. En tout cas, pour les questions que je vous avais dit. Ensuite, il y a deux, trois petits points que je dois revoir avec vous. Mais c'est juste quelques petites choses. Je regardais sur ma tablette et de ce que j'ai entendu sur des vidéos YouTube, quelqu'un disait que pour le PVT du coup qui était payant, enfin la demande, il faut, dès que vous êtes tiré au sort, du coup payer à peu près 330, 330 dollars. Donc c'est ce qui est marqué. Après, à voir sur le moment, parce que là j'avoue que j'ai pas encore vu le prix. Pareil sur le PVT, tout est affiché. Donc si je retrouve, je le mettrai en barre d'infos. Sinon, je vous laisse, je vous invite à aller lire directement pour voir toutes les démarches et ce sera plus simple quoi. Mais en tout cas, voilà. Et ensuite, du coup, pour les 2-3 petits points qu'on a, du coup, pour entrer sur le territoire, donc là, c'est 2 trucs très contraignants et c'est là que je vous dis qu'il faut avoir les moyens de partir. Il y a 2 points obligatoires du coup pour l'immigration. C'est-à-dire qu'en fait, le gouvernement canadien veut s'assurer que quoi qu'il vous arrive sur place, vous aurez les moyens de repartir ou de payer les frais médicaux par exemple que vous pouvez, je sais pas, vous chopez une gastro, vous êtes malade, bon ça va encore, mais vous vous pétez le poignet et par exemple c'est pas remboursé par telle ou telle assurance ou sécu machin, il faut payer les coûts parce que c'est différent qu'en France. Donc l'immigration demande 2500 dollars canadiens, donc ça fait environ, moi quand j'ai regardé, ça fait 1735 euros. Mais voilà, il faut avoir aux alentours de 1700 euros sur un compte. Donc il faut prouver ça.
quand vous arrivez à l'immigration. Il y a deux solutions pour le prouver. C'est soit vous demandez à votre banque quelques jours avant de partir une datation avec un relevé bancaire avec la somme sur votre compte, ou alors vous avez aussi le droit de faire un screen sur votre téléphone, mais qui soit daté vraiment récemment, où on voit la date. Par exemple, moi je vois, bon là c'est sur ma tablette, mais moi sur iPhone, après je sais plus si sur Samsung il y a aussi, mais des fois vous pouvez avoir la date, ou alors, je sais pas moi par exemple, vous faites un screen sur votre tablette ou autre, ou un ordi parce qu'on voit la date, et par exemple vous le faites le soir avant de partir le lendemain, vous faites une petite photo et vous le montrez à l'immigration. Au moins, voilà, ou vous montrez directement sur votre compte si vous avez un accès à internet, ce sera encore mieux, comme ça ils auront rien à vous dire. Mais en tout cas, voilà, il faut justifier ce prix-là, sachant que si vous venez avec seulement un billet aller, il faut prévoir un peu plus pour le billet de retour, pour prouver à l'immigration, encore une fois, que vous ne resterez pas après ces 2 ans, enfin du moins pas illégalement, et que du coup, quand dans 2 ans vous devrez repartir, vous aurez les moyens de payer un billet de retour. C'est des démarches qui sont un peu, je trouve, farfelues dans le sens où, oui, là on arrive, on les a sur le compte, mais quoi qu'il nous arrive sur le territoire, il se peut qu'on ait à retirer tout cet argent, et voilà. Sachant que dans tous les cas, on travaille généralement sur place, du coup, bon, c'est dommage de le rendre obligatoire pour tout le monde, mais c'est de l'argent qui n'est pas à dépenser, c'est vraiment juste une preuve, donc vous l'aurez pour vous dans tous les cas après. Donc je sais que c'est dommage, mais c'est à faire, donc voilà. Et la deuxième chose, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est qu'on a une assurance à payer, qui est obligatoire du coup. Donc après, vous choisissez l'assureur. Pareil sur le PVTist, le site PVTist, il y a, je crois, une assurance qu'on nous propose, qui est vraiment, qui a l'air pas mal et que tout le monde prend généralement pour le Canada. Mais du coup, c'est une assurance qu'on est obligé d'avoir. Pareil, si vous n'avez pas le papier à l'immigration, ils vous mettent direct dans l'avion de retour. C'est-à-dire que peu importe, hein, même si vous avez tous vos autres documents, mais que vous n'avez juste pas le document de l'assurance, et ben c'est fichu et vous ne pourrez pas rentrer sur le territoire. Et ils sont vraiment très très pointilleux là-dessus, de ce que j'ai compris. Après, ça dépend. Il y a des gens qui vont vous dire ah mais moi ils ont pas vraiment tout vérifié, ils m'ont donné mon permis et puis il y en a qui vont dire ah moi ils ont vérifié ça, ça a pris je sais pas combien de temps et c'était super chiant. Sachant qu'en tous les cas c'est eux et eux seuls, je parle donc de l'immigration, qui décident ou non de vous délivrer votre permis de travail. Donc, le mieux c'est d'avoir tous les papiers, comme ça au moins vous êtes sûr, enfin vous avez au moins une grosse chance de pouvoir entrer sur le territoire. Parce qu'après, si vous manque quoi que ce soit, bah, c'est fichu. Sachant qu'il y a une précision par rapport à l'assurance. Il y a certaines personnes qui vont se dire, bon, j'ai prévu de rester 6 mois dans une famille et le reste du temps, d'accord le petit moucheron, je ne sais pas si je vais rester sur le territoire plus de 6 mois. Du coup, dans le doute, je prends 6 mois et si je reste plus que 6 mois, je referai une demande d'assurance et puis pépouze, je reste. Sauf que, à l'immigration, quand ils vont vous demander votre papier d'assurance, si c'est pas indiqué que vous avez payé 2 ans d'assurance, par exemple si vous avez souscrit que pour 6 mois d'assurance, le gouvernement canadien vous fera un permis seulement valable 6 mois. Si vous décidez de rester 4 mois sur l'assurance, ça sera 4 mois sur le permis. Tout ce qui est écrit sur l'assurance, ce sera vraiment ce qui sera retranscrit sur votre permis. Donc si vous voulez pas, au cas où, avoir de problème, le mieux vraiment, et c'est conseillé par toutes les filles au pair ou tous les jeunes au pair qui sont partis, c'est vraiment d'avoir souscrit pour les 2 ans d'abonnement. Donc c'est un coût, c'est à peu près, il faut compter 800 €. C'est un coût. Mais si vous décidez par exemple de repartir au bout d'1 an, l'assurance vous rembourse les 1 an non utilisés. C'est un peu comme au prorata, mais c'est encore différent. Mais c'est-à-dire que si vous restez 6 mois, on vous rembourse la différence sur les 2 ans. Donc, dans le doute, payez directement les 2 ans. Sur votre permis, vous avez le droit aux 2 ans qui étaient prévus pour le PVT. Par contre, si vous mettez que 6 mois, 1 an d'assurance, vous aurez que 6 mois ou 1 an d'autorisation de territoire sur le Canada. Donc, après, ça a vos risques et périls. Mais le mieux, c'est de prendre les 2 ans, comme ça, au cas où c'est fait, puis vous serez remboursé plus tard. Ça, il n'y a pas. Même si c'est une grosse somme, c'est pour ça que je vous disais, il faut prévoir quand même assez conséquent. Moi, là, je vois, pour la totalité des demandes, etc., faut que je prévoie à peu près 3500 voire 4000 € pour le départ. C'est-à-dire entre les départs, ce qu'il faut payer sur Internet, tout ça, entre la visite médicale, les frais pour le PVT, ensuite le billet d'avion, l'argent qu'on doit justifier,
plus le billet de retour, bah ça vous fait quand même un gros coût déjà, plus l'assurance, je sais pas si je l'avais dit, mais du coup le mieux c'est vraiment de prévoir l'assurance pour 2 ans et ça vous évite toutes les catastrophes et toute angoisse surtout parce que bon, au moins vous savez que vous aurez moins de problèmes à l'immigration déjà. Et ensuite du coup juste le dernier point, c'est juste qu'il faut y penser et ce serait dommage de ne pas y penser, c'est si vous avez le permis en France. Donc je sais que tout le monde ne l'a pas et il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas, enfin voilà. Pour les personnes qui ont le permis en France, n'oubliez pas de faire votre demande de permis international. Parce que si vous venez au Canada juste avec votre petit carton rose, enfin votre petite carte ou l'ancien permis, et vous dites ouais j'aimerais louer une voiture, ils vont dire bah du coup non, merci mais non merci. Parce que le permis français n'est pas... Enfin, il est valable. C'est-à-dire que même si vous avez fait votre demande de permis international, il faut votre permis international et votre permis français. Mais si vous ne faites pas votre permis international, vous n'aurez pas le droit de conduire là-bas. Sachant qu'il y a un petit truc qui est là-dessus. Donc déjà, dans tous les cas, il est gratuit. Donc ça, c'est un bon point pour nous parce qu'on peut ne pas payer ce petit truc-là. Et il faut à peu près 3 semaines de production. Enfin, moi, on m'a dit, je le reçois sous 3 semaines. Comme je suis neuneu, je l'ai toujours pas envoyé parce que j'ai pas eu le temps encore. Et vu qu'on est Covid à la maison, bah, c'est pas très ouf de sortir. Mais du coup, voilà, sachant qu'il faut le faire sur le site de la NTS, on va dans permis et on a permis international. Pareil, on fait la demande, on imprime le papier, on met une enveloppe timbrée pour le retour avec notre adresse, une photo d'identité, la demande et puis c'est tout, je crois. Faudrait revérifier de toute façon sur votre demande. Mais en tout cas, voilà, ça prend à peu près 3 semaines, mais c'est vraiment le truc le moins long à faire apparemment. Enfin, d'après les gens qui sont déjà sur place, c'est le moins long. Et voilà, sachant que j'ai appris aussi quelque chose, le permis, même si vous avez le permis international, il y a certains, enfin pas pays, mais dans le Canada, il y a certaines provinces, on va dire, qui vont accepter que vous conduisez que 6 mois maximum avec votre permis international, et ensuite il faudra demander le permis de la province où vous êtes. Mais encore une fois, il faut se renseigner, parce que alors là, je sais pas trop, mais moi, il faudrait que je me renseigne pour moi, parce que du coup, je vais faire ma demande de permis international, mais c'est vrai que quand vous restez... moi, si je trouve une famille, là, j'aimerais rester à peu près 2 ans là-bas si tout se passe bien. Donc du coup, bah, si je dois prendre une voiture ou je dois emmener tous les jours les enfants à l'école, par exemple, en voiture, il faut qu'au bout d'un moment, je demande le permis de là où je suis parce que sinon, bah, t'as pas le droit de conduire tout simplement. Donc du coup voilà, bah du coup pour moi c'est on va dire terminé. J'ai essayé quand même du coup de vous donner pas mal de détails au niveau des coûts pour prévoir etc. Je vous ai dit moi-même combien je prévoyais pour partir. Donc le mieux pour vous c'est de faire c'est de vous faire un budget tout simplement. Voilà, vous vous dites l'assurance c'est tant, la visite médicale c'est tant. C'est comme ça que moi je le vois, c'est comme ça que c'est plus simple pour moi aussi de visionner. Comme ça, au fur et à mesure du temps, j'arrive à me dire ok là je suis loin de mon objectif ou là je commence à l'atteindre donc voilà. Dans tous les cas, moi je vous dis, j'ai pas encore finalisé du coup ma demande de PVT parce que j'attends mon passeport. Normalement, je vous ai dit, je l'attends cette semaine donc j'espère qu'on va m'appeler pour me dire qu'il faut que je vienne le récupérer pour que je puisse mettre mon petit numéro sur le site. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a aidé et que vous avez pu prendre quand même des conseils par-ci par-là. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Et si vous voulez voir plus de contenu par rapport à mon voyage au Canada, etc., n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a vraiment d'autres vidéos qui sortiront chaque mardi par rapport à mon voyage, aux démarches et où moi j'en suis, et aussi énormément de vlogs. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à mardi prochain. Ciao!